La fossée des Mariannes atteint près de 11 km de profondeur. À son point le plus bas, la pression est plus de 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer, soit environ 8 tonnes exerçant une pression sur chaque centimètre carré de surface. La température y est à peine supérieure au point de congélation. Aucune lumière solaire n'y est jamais parvenue. Rien dans cet environnement ne devrait permettre le développement d'une vie complexe, générer de l'oxygène ou se comporter d'une manière qui puisse surprendre un scientifique ayant étudié les conditions des grands fonds océaniques pendant 30 ans. Et pourtant, la NASA y a envoyé des chercheurs, pas des océanographes, lors d'une expédition de biologie marine, mais une agence spatiale équipée d'instruments conçus pour détecter les signatures de la vie dans des endroits où la vie n'a aucune raison d'exister. Ils ont envoyé ces instruments au point le plus profond de la Terre et les ont braqués sur le fond marin. Les résultats obtenus ont réécrit des règles que la communauté scientifique considérait comme établies. Pourquoi chiquer une agence spatiale installée au fond de l'océan? Avant d'aborder ce qui a été découvert, la question de savoir pourquoi la NASA était là en premier lieu mérite une réponse, car c'est ce détail qui change toute la perspective de cette histoire. Jupiter possède une lune appelée Europe. Saturne possède une lune appelée Encelade. Ces deux lunes abritent des océans cycliques titans, des océans liquides sous d'épaisses couches de cétane, sous d'épaisses couches sous des couches de glace. On estime que l'océan d'Europe contient plus d'eau liquide que tous les océans de la Terre réunis. On a pu observer directement Encelade éjecter de la vapeur d'eau par des fissures dans sa surface glacée, ce qui signifie que son océan interagit activement avec son fond rocheux en ce moment même. Les scientifiques pensent que les fonds marins de ces deux lunes pourraient présenter une activité hydrothermale, de l'eau chaude se mélangeant à la roche dans l'obscurité totale, générant de l'énergie chimique tout comme le font les sources hydrothermales des grands fonds terrestres. Si cela est vrai, et que les conditions correspondent à ce qui existe au fond des océans terrestres, alors il existe une réelle possibilité que quelque chose soit vivant dans ces océans obscurs aujourd'hui. Pour préparer d'éventuelles missions vers Europe et Encelade, la NASA avait besoin de comprendre précisément comment la vie survit dans les environnements océaniques les plus extrêmes de la Terre. C'est ce qui les a conduits à la fosse des Mariannes et à des sites océaniques profonds similaires. Le programme de recherche s'appelait SUBC, Systematic Underwater Biogeochemical Science and Exploration Analog, un partenariat entre la NASA, la NOAA et l'Ocean Exploration Trust. Les cibles étaient des volcans sous-marins et des systèmes hydrothermaux dont la température, la pression et les conditions chimiques correspondaient le plus étroitement à ce que les instruments prédisent pour le fond marin d'Encelade. Toute la logique du programme était la suivante. Si vous voulez savoir ce que les instruments de détection de la vie devraient rechercher sur une lune océanique située à 600 millions de kilomètres, allez dans l'environnement océanique le plus extrême de la Terre, étudiez-le en détail et construisez votre stratégie de détection autour de ce que vous y trouvez. Avant de poursuivre, si cette analyse vous plaît, pensez à vous abonner. Cela aide énormément la chaîne. Les grands fonds n'étaient pas le sujet, ils étaient la répétition. Et la répétition n'a cessé de découvrir des choses qui n'étaient pas censées s'y trouver. La pression qui change tout. Pour te comprendre ce qui rend la fosse des Mariannes si difficile à étudier et si étrange dans ses découvertes, il faut d'abord appréhender l'environnement physique. Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse, se situe à environ 10 935 mètres sous le niveau de la mer. C'est près de 11 km de descente verticale. Si vous placiez le mont Everest au fond, son sommet serait encore à plus d'1 kilomètre sous l'eau. La pression à cette profondeur atteint 1086 bars, soit environ 1077 kg par centimètre carré. À cette pression, l'eau elle-même se comporte différemment. Elle devient environ 5% plus dense qu'en surface. Le calcium ne peut pas exister sous forme solide, ce qui signifie que les os des vertébrés se dissoudraient. Les premiers explorateurs à être descendus dans Challenger Deep en 1960, Jacques Piccard et le lieutenant de la marine américaine Don Walsh, ont aperçu un poisson plat au fond. Les scientifiques ont débattu plus tard pour savoir s'il s'agissait en fait d'un concombre de mer. Les conditions étaient tellement en dehors des paramètres biologiques normaux que rien ne semblait certain. Seules 22 descentes habitées et 7 descentes inhabitées avaient atteint cette profondeur en 2022. La fosse s'étend sur environ 2550 km à travers le Pacifique occidental, soit presque la distance entre New York et Los Angeles.
Pour une structure de cette taille, le nombre de missions scientifiques ayant produit des données provenant de ces régions les plus profondes se compte par dizaines. L'instrumentation nécessaire pour fonctionner à cette profondeur est extrêmement difficile à construire et tombe régulièrement en panne. Lors d'une expédition, un atterrisseur a implosé de manière catastrophique sous la pression avant de renvoyer la moindre donnée. L'équipement conçu pour les profondeurs extrêmes revient régulièrement endommagé ou ne revient tout simplement pas. Quoi que contienne la fosse, la majeure partie n'a jamais été observée directement. Ce qui a été observé continue de produire des résultats qui contredisent ce que les modèles prédisaient. Les bactéries, qui ne devraient pas exister, pas d'exister à cette profondeur. En 2019, une équipe de recherche a publié une étude dans la revue Microbiome, après avoir mené l'analyse microbienne la plus détaillée de la fosse des Mariannes jamais tentée jusqu'alors. Ils ont collecté des échantillons d'eau à plusieurs profondeurs dans la fosse à l'aide de technologies submersibles et ont analysé le matériel génétique des microbes présents à chaque niveau. L'attente était simple. À mesure que l'on descend, la pression augmente, les nutriments se raréfient et la communauté microbienne se simplifie. Ce qu'ils ont trouvé à des profondeurs inférieures à 10 400 mètres, au sein même des eaux les plus profondes de Challenger Deep, était tout le contraire. On a observé une augmentation brutale et marquée de la concentration de bactéries dégradant les hydrocarbures à cette profondeur. Des bactéries qui consomment du pétrole et des composés organiques. La proportion de ces bactéries à cette profondeur était la plus élevée jamais enregistrée dans un environnement naturel sur Terre, y compris les sites de marée noire, les sols contaminés par le pétrole et les zones côtières riches en hydrocarbures conçues pour produire précisément ce type de réponse microbienne. Les chercheurs l'ont qualifié directement d'inattendu. Leurs propres mots pour décrire ce qu'ils ont trouvé étaient choquants. La question que les données ont immédiatement soulevée était de savoir d'où provenaient ces hydrocarbures. Une partie a été attribuée à la pollution de surface s'enfonçant dans la fosse au fil du temps, mais l'analyse isotopique des sédiments au fond a révélé des hydrocarbures naturels, dont la signature isotopique du carbone et de l'hydrogène pointait vers une source biologique à l'intérieur même de la fosse. Quelque chose au fond de Challenger Deep produisait des composés organiques qu'une communauté dense de bactéries spécialisées avait évolué spécifiquement pour consommer à des concentrations plus élevées que partout ailleurs sur la planète. Aucun mécanisme à cette profondeur n'était censé produire des hydrocarbures à cette échelle. La fosse n'est pas un champ pétrolier. Il n'existe aucune réserve de pétrole souterraine connue qui l'alimente. L'identité de ce qui produit ces composés et la raison pour laquelle la communauté bactérienne qui les entoure est si extraordinairement dense restent des questions ouvertes que l'article de 2019 a souligné directement. La source de ces hydrocarbures naturels et les bactéries qui en dépendent constituent toujours la communauté de consommateurs d'hydrocarbures la plus concentrée jamais documentée sur Terre. L'oxygène que les roches produisent sans lumière solaire. Les cours de biologie enseignent une règle qui n'a pas connu une seule exception dans l'histoire de la science jusqu'à très récemment. L'oxygène provient de la photosynthèse, et la photosynthèse nécessite la lumière du soleil. Environ la moitié de chaque respiration que vous prenez a été produite par le phytoplancton près de la surface de l'océan. Le reste provient des plantes terrestres. Les deux processus dépendent de la lumière. Sans lumière, selon la règle, on ne peut pas obtenir d'oxygène libre. Le professeur Andrew Sweetman de la Scottish Association for Marine Science a remarqué pour la première fois quelque chose d'anormal dans ces mesures en 2013. Il menait des expériences sur le fond abyssal de l'océan Pacifique, dans une région appelée zone de Clarion-Clipperton, à environ 4000 mètres de profondeur, en plaçant des chambres scellées sur le fond marin et en mesurant les niveaux d'oxygène à l'intérieur au fil du temps. Dans des environnements sans lumière solaire et sans photosynthèse, l'oxygène est consommé par la respiration des organismes. Les relevés à l'intérieur de ces chambres auraient dû baisser. Ils ont augmenté, donc significativement. Sur 2 jours de mesure, les niveaux d'oxygène à l'intérieur des chambres ont grimpé jusqu'à plus de 3 fois la concentration ambiante. Il a supposé une erreur d'instrumentation. Il a fait recalibrer l'équipement. Il a recommencé l'expérience. L'oxygène a continué d'augmenter. Il a passé près d'une décennie à effectuer des variantes du même test, demandant à différents collègues de vérifier sa méthodologie avant d'accepter ce que les chiffres disaient. Son équipe a publié ses résultats dans Nature Geoscience en 2024. La source s'est avérée être des amas rocheux de la taille d'une pomme de terre appelés nodules polymétalliques, denses en métaux,
notamment le manganèse, le cobalt et le nickel, qui couvrent de vastes zones du fond marin du Pacifique profond. Ces nodules portent une charge électrique mesurable à leur surface, avec des tensions enregistrées allant jusqu'à 0,95 volts sur un seul nodule. Une pile A standard fonctionne à 1,5 volts. Ces roches fonctionnaient à environ 2/3 de cette valeur. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que cette charge était suffisante pour provoquer l'électrolyse de l'eau de mer, scindant les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène par un processus purement géologique, sans aucune biologie impliquée et sans besoin de lumière solaire. Sweetman a déclaré directement dans son article que les scientifiques doivent désormais revoir les questions les plus fondamentales sur l'endroit où la vie aérobie a pu commencer sur Terre. Les chercheurs de l'Université de Boston ont immédiatement fait le lien avec les cibles de la NASA. Europe et Encelade n'ont aucune lumière solaire atteignant leurs océans souterrains. Mais si des roches riches en métaux sur leur fond marin font ce que les nodules de Clarion-Clipperton semblent faire sur le fond terrestre, de l'oxygène pourrait s'accumuler dans ces océans sombres en ce moment même, prêt à soutenir une vie que personne n'a encore cherchée. La découverte de l'oxygène sombre a depuis été contestée par d'autres chercheurs qui se demandent si l'électrolyse est le mécanisme correct et si les relevés des instruments ont été affectés par d'autres variables. Nature Geoscience a publié une note de l'éditeur en avril 2026 indiquant que certains aspects de l'article font l'objet de préoccupations en cours d'examen. Le débat est actif et non résolu. Les mesures d'oxygène elles-mêmes n'ont pas été expliquées. Ce qui les a produites est toujours contesté. C'est ce qui le rend significatif. Une décennie de mesures répétées que personne ne peut expliquer pleinement n'est pas rien. L'eau disparaissant dans la planète. La fosse des Mariannes est une zone de subduction. C'est l'endroit où la plaque pacifique occidentale entre en collision avec la plaque des Mariannes et glisse sous elle, s'enfonçant dans le manteau terrestre à une vitesse géologique. Les scientifiques comprenaient les mécanismes de base de ce processus. Ce qu'ils ne comprenaient pas c'était la quantité d'eau qui descendait avec elle. En 2018, une équipe de l'Université Washington à Saint-Louis a publié une étude dans Nature basée sur une étude sismique d'1 an couvrant la fosse des Mariannes. En utilisant 19 sismographes de fond océanique et 7 instruments basés sur des îles, ils ont cartographié la structure de la plaque en subduction en 3 dimensions en analysant comment les ondes sismiques se déplacent à travers elle. Les résultats ont montré que la quantité d'eau entraînée dans l'intérieur de la Terre par la fosse des Mariannes était environ 3 fois supérieure à ce que les estimations précédentes avaient calculé. L'eau de mer s'infiltre dans la croûte le long des lignes de faille où les plaques entrent en collision et se pliantent. Dans les bonnes conditions de pression et de température, des réactions chimiques piègent cette eau dans la roche elle-même sous forme de minéraux hydratés. La plaque l'entraîne ensuite vers le bas, de plus en plus profondément dans le manteau, jusqu'à des profondeurs où elle finit par être libérée sous une chaleur et une pression extrêmes en tant que fluide supercritique qui remonte et déclenche des éruptions volcaniques à des centaines de kilomètres de là, au niveau des îles Mariannes au-dessus. Les scientifiques savaient que les zones de subduction déplaçaient l'eau vers l'intérieur de la Terre. Ils ne savaient pas en quelle quantité. Les données sismiques ont révélé que l'hydratation s'étendait à 24 km sous la limite de la plaque, bien plus profondément que toute mesure précédente. Le chercheur principal, Chen Kai de l'Université Washington, a déclaré directement que la principale source d'incertitude dans les calculs précédents était la teneur en eau du manteau supérieur en subduction, et que les nouvelles données sismiques ont résolu cette incertitude avec des résultats 3 fois plus importants que ce que quiconque avait modélisé. Cette eau, piégée dans la roche et entraînée dans la planète au niveau de la fosse la plus profonde de la Terre, représente une partie du cycle mondial de l'eau qui avait été considérablement sous-estimée dans tous les modèles construits avant cette étude. Les implications sont vastes. Les tremblements de terre des zones de subduction, qui sont parmi les plus puissants sur Terre, sont en partie entraînés par le comportement de cette eau en profondeur. La quantité d'eau dans le manteau affecte le comportement des volcans. L'équilibre à long terme de l'eau entre la surface de la Terre et son intérieur détermine à quoi ressemble la planète sur des centaines de millions d'années. Chacun de ces calculs vient d'être révisé d'un facteur 3 en raison de ce que les instruments placés au fond de la fosse des Mariannes ont entendu pendant une année d'écoute de la Terre. Pourquoi la NASA le traite comme une autre planète ? En 2019, lors du programme Subsea,
Des chercheurs de la NASA opérant au large des côtes de Californie et de l'Oregon, dans le système de la dorsale Gorda, ont découvert un champ de sources hydrothermales jusqu'alors inconnu. Ils l'ont nommé le champ Apollo, en l'honneur du 50e anniversaire du premier alunissage. Le nom était intentionnel. Les chercheurs ont décrit le champ directement comme une fenêtre sur les systèmes océaniques qui pourraient exister sur Encelade et Europe. Le Jet Propulsion Laboratory, JPL de la NASA, a mené des expériences distinctes simulant les conditions chimiques des sources hydrothermales terrestres pour comprendre quelles réactions de création de vie pourraient se produire. Les recherches du JPL ont démontré que les acides aminés, les éléments constitutifs des protéines, se forment spontanément lorsque les bons produits chimiques se mélangent dans les conditions de pression et de température trouvées aux sources hydrothermales. L'objectif explicite de cette recherche était d'informer l'interprétation des données des futures missions Europa Clipper et Encelade. La raison pour laquelle la NASA s'intéresse à ce qui se passe au fond de la fosse des Mariannes est que la fosse des Mariannes est l'analogue le plus proche disponible des conditions que ces missions rencontreront. La pression, l'obscurité, la chimie, l'absence de lumière solaire, l'interaction entre l'eau de mer et la roche à une profondeur extrême, tout cela reflète ce que les instruments d'Europa Clipper tenteront de lire à 600 millions de kilomètres de distance. Chaque découverte issue des grands fonds change le calibrage de ce qu'il faut rechercher et de ce à quoi s'attendre lorsque ces instruments y arriveront enfin. Le bilan est le suivant. Les bactéries dégradant les hydrocarbures à Challenger Deep ont été publiées dans une revue à comité de lecture en 2019. L'étude sismique montrant 3 fois plus d'eau entrant dans le manteau terrestre par la fosse que précédemment estimée a été publiée dans Nature en 2018. Les relevés d'oxygène sombre du fond abyssal du Pacifique ont été publiés dans Nature Geoscience en 2024. Le lien du programme Subsea entre les grands fonds terrestres et les océans d'Europe et d'Encelade est documenté dans les propres recherches publiées de la NASA. Rien de tout cela n'est une spéculation, rien de tout cela n'est une science marginale. Tout provient de chercheurs sérieux utilisant des instruments calibrés et publiant dans des revues évaluées par des pairs. Le résultat est un lieu, le point le plus profond de la Terre, qui continue de produire des résultats qui ne correspondent pas au cadre existant. Des bactéries prospérant dans des concentrations qu'aucun autre environnement ne produit, mangeant des composés dont l'origine reste inexpliquée. Des roches divisant apparemment l'eau en oxygène sans lumière solaire et sans aucune biologie impliquée. De l'eau de mer disparaissant dans la planète à un volume 3 fois supérieur à ce que les scientifiques attendaient. Et une agence spatiale braquant des instruments sur tout cela, non pas parce qu'il s'agit d'une biologie marine intéressante, mais parce qu'ils pensent que ce qui se passe au fond de la fosse des Mariannes est la même chose qui pourrait se produire en ce moment même à l'intérieur des lunes de Jupiter et de Saturne. La fosse a 11 km de profondeur et nous avons effectué 22 descentes habitées dans toute l'histoire de l'exploration humaine. Moins de 0,001% du fond océanique profond a été observé visuellement. La fosse des Mariannes est la partie de ce 0,001% qui continue de produire les chiffres les plus troublants. Ce que font les 99,999% restants, personne ne le sait. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, s'abonner ne prend que 3 secondes, et cela nous aide à continuer à créer du contenu comme celui-ci.